expliquer sur la salmonellose. Alors, avec mon collègue, nous avions mené des recherches et ensemble, nous allons essayer de vulgariser nos connaissances sur les salmonelloses. Alors, ces salmonelloses, avant de commencer, nous avons fixé des objectifs. À la fin de notre exposé, il est jugé utile que chacun de nous soit capable de connaître le diagnostic et aussi de prendre en charge les salmonelloses. Comment poser le diagnostic et comment prendre en charge les salmonelloses. C'est l'objectif général. Un objectif spécifique, petit 1, c'est de définir les salmonelloses et en 2, le mode de contamination. 3, manifestations cliniques. 4, connaître les complications. Et 5, la prévention et le traitement. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous avons souhaité adopter le plan suivant. Grand 1, on a les généralités. Les généralités, on a la définition et l'épidémiologie, enfin, la pathogénie. Après, nous allons attaquer le diagnostic. Nous parlerons sur le diagnostic clinique. En ce qui concerne le diagnostic clinique, il y a la transmission, l'incubation, la période de contagiosité. Il y a l'aspect clinique et aussi les complications. Dans le volet diagnostic, il y a également le diagnostic biologique. Nous parlerons non seulement sur la population à risque, pour clore avec le diagnostic. En 3, nous parlerons sur le traitement. Le traitement va comporter deux volets. On a le traitement préventif et le traitement curatif. Alors, chers invités, chers collègues, chers médecins, chers patients, une fois encore, bienvenue ici. Et dans cette soirée, comme nous avons expliqué là, on va commencer à présenter les salmonelloses. Nous commencerons à définir les salmonelloses. Connaître la définition des salmonelloses est le premier pas que nous allons poser. Alors, en définition, nous allons définir les salmonelloses. C'est quoi les salmonelloses? C'est un jargon qui est dit entre le personnel médical et paramédical, salmonellose. Mais dans la vie courante, on appelle cela souvent la fièvre typhoïde. Alors, les salmonelloses, c'est quoi? Les salmonelloses sont définies comme étant une maladie bactérienne causée par des bactéries à gram négatif, du genre Salmonella. Donc, c'est une maladie qui est causée par les bactéries à gram négatif du genre Salmonella. Alors, ces salmonelloses sont réparties en deux groupes. Le premier groupe de salmonelloses, on a les infections que nous appelons la fièvre typhoïde. On a aussi d'autres infections que nous appelons la fièvre paratyphoïde. Et le deuxième groupe concerne la fièvre non typhique ou la fièvre non typhoïdique. En quelque sorte, voici la définition de la salmonellose. Donc, après cette définition, nous allons attaquer ce que nous appelons ici l'épidémiologie. Donc, l'épidémiologie va nous aider à comprendre comment est-ce que cette maladie est répartie sur la planète Terre, sur notre globe. Alors, nous allons toucher quelques parties essentielles. Alors, dans le monde, la salmonellose touche toute la planète habitée. Les pays hautement médicalisés, les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Ça touche partiellement les pays hautement médicalisés. Mais les pays en voie de développement sont touchés en grande partie, comme la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la République démocratique du Congo. Alors, nous allons passer en épidémiologie. Nous allons toucher comment est-ce que la population mondiale est touchée. La population mondiale, chaque année, connaît cette maladie qu'on appelle la salmonellose. Plus de 20 millions de personnes sont touchées par an. Donc, 200 000 morts chaque année. Donc, c'est une maladie qui est très dangereuse. Alors, en France, d'après les statistiques, les études menées par une équipe française, après les analyses, on a trouvé que
75% de la population française, 75 personnes avaient contracté cette maladie. Mais parmi ces 75, il y avait 71% qui ont contracté les salmonelloses à l'étranger, c'est-à-dire les personnes qui quittent la France pour venir en vacances. Une famille qui se trouve en France, qui vient par exemple en Guinée pour passer des vacances, alors une fois en famille, décide de manger ce qui n'a pas l'habitude de manger, les aliments qui ne sont pas dans les bonnes conditions, où l'hygiène est très précaire. Donc la personne peut contracter directement les salmonelloses et se retourner en France. Voilà comment est-ce que ce pourcentage a été boosté. Donc, sur les 75% des personnes qui ont contracté les salmonelloses en France, les 71% l'ont contracté à l'étranger, soit 54 personnes. Donc, ça c'est en France. Alors, nous allons aussi ouvrir un peu la brèche sur la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est l'un des pays où les conditions hygiéniques sont précaires. Donc, la fièvre typhoïde est présente en République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Santé congolaise, le ministre provincial de la Santé, dans la région occidentale qu'on appelle le Konzaï, où la fièvre épidémiologique Ebola est en train de faire des ravages. D'après les études menées, on a trouvé qu'il y a non seulement la fièvre hémorragique à virus Ebola qui décime la population, il y a également la dysenterie, mais aussi on a noté la présence de la fièvre typhoïde. Donc, l'ensemble des personnes tuées non seulement par la fièvre hémorragique à virus Ebola, la dysenterie et la fièvre typhoïde, on a pu ressortir un pourcentage qui se valait à 40% de personnes tuées par la fièvre typhoïde. Donc, la fièvre typhoïde est aussi en train d'envahir la population au Congo. En Guinée, elle constitue l'une des causes de consultation dans la plupart de nos centres de santé. Donc, selon les statistiques, sur les patients consultés dans les CMC, dans les cliniques, la fièvre typhoïde représente 40% du cas de consultation. Donc, c'est une maladie qui touche non seulement la République démocratique du Congo et d'autres pays en voie de développement, comme la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on pouvait dire sur l'épidémiologie. Alors, nous allons toucher un troisième point, qui est la pathogénie. La pathogénie, nous allons toucher les germes responsables de cette affection. Alors, la fièvre typhoïde, comme je l'ai dit en définition, c'est une maladie qui est provoquée par des bactéries à gram négatif, déjà Salmonella. Mais aussi, c'est des bactéries qui font partie d'une famille qu'on appelle les Enterobacteriacées. Les Enterobacteriacées, ce sont les bactéries qui sont en forme de bâtonnet. Donc, la coloration, ce sont les grammes négatifs. Alors, ils ont un habitat naturel qu'on appelle le tube digestif de l'homme ou de l'animal. On les trouve chez l'être humain ou chez les animaux. Donc, alors, la sous-espèce de ces salmonelloses, c'est la première sous-espèce, c'est la Salmonella enterica typhi. La Salmonella enterica typhi est responsable de la fièvre typhoïde. En dehors de ça, il y a aussi la Salmonella enterica paratyphi A. Il y a aussi la Salmonella enterica paratyphi B et enterica paratyphi C, qui sont responsables de la fièvre paratyphoïde. Donc, voilà les germes qui sont responsables de cette pathologie. Alors, après la pathogénie des germes, nous allons aussi toucher un autre élément qu'on appelle le réservoir. Alors, le réservoir de ces germes, quels sont les réservoirs où l'on peut retrouver ces germes? D'abord, le premier réservoir, c'est l'être humain pour la fièvre typhoïde, c'est-à-dire la Salmonella enterica typhi a un réservoir spécifique. On le retrouve non seulement dans le tube digestif de l'être humain. En ce qui concerne
La salmonella enterica paratifi A, B et C, ils ont un réservoir commun. Non seulement le réservoir est humain, mais aussi ils ont un réservoir animalier. Donc, il se trouve non seulement dans le tube digestif de l'être humain, mais aussi des animaux, et plus précisément les animaux domestiques. Donc ça, c'est le réservoir. Après le réservoir, nous allons voir aussi la résistance physico-chimique. Bien que ces bactéries sont capables de causer l'affection qu'on appelle la salmonellose, mais ces bactéries sont capables aussi de résister à certains traitements. Donc, pour que le traitement soit efficace, il y a des conditions qui permettent de rendre le traitement très efficace. D'abord, nous allons parler aussi ici des conditions chimiques, des éléments chimiques qui peuvent nous permettre de détruire ces germes. D'abord, l'hypochlorite de sodium à 100%. Lorsque nous voulons consommer nos aliments, il faut les laver à l'hypochlorite de sodium qui est dosé à 100%. Donc, cela nous empêche de contracter la maladie. Il y a aussi l'éthanol à 70%. L'éthanol à 70% est également disponible pour éviter, une fois les aliments sont lavés, on peut éviter. En dehors de ça, il y a aussi quelques éléments physiques, tels que la chaleur. Il faut toujours bouillir les aliments à 100 degrés Celsius, c'est ça qu'on nous dit le plus souvent. Mais ces bactéries, pour les détruire, il suffit juste d'apporter une température élevée à 70 degrés Celsius, supérieure ou égale à 70 degrés Celsius. Ce sont des bactéries qui sont un peu fragiles. Donc, une fois la température est égale à 70 degrés Celsius, ça peut les détruire. Supérieure ou égale à 70 degrés Celsius. Alors, nous allons essayer de parler sur la pathogénèse. La pathogénèse. Nous allons montrer le processus par lequel ces bactéries passent pour agir au niveau de l'organisme humain. Donc, voilà là. Ces bactéries, une fois l'homme essaye de consommer les aliments qui sont souillés, ça peut être l'eau, ça peut être les feuilles crues, les produits de mer. Alors c'est là où l'on peut contracter. Une fois l'homme essaye de consommer, alors les aliments vont passer, vont subir alors un processus, ils vont passer là dans l'œsophage, venir au niveau de l'estomac, jusqu'à ce que les aliments arrivent au niveau du petit intestin, l'intestin grêle. C'est là-bas le processus se déroule. L'intestin grêle a un rôle d'absorption alimentaire. Lorsque nous consommons des aliments, c'est au niveau du petit intestin que les aliments sont absorbés, les substances nutritives, donc les substances qui sont utiles pour ravitailler l'organisme, c'est à ce niveau. Donc les bactéries, une fois arrivées là, au niveau de l'intestin grêle, essayent de rester là. Donc, ils vont essayer d'envahir la paroi de l'intestin grêle. Ils vont essayer de traverser en passant par la paroi. Mais ils vont passer par un mécanisme très doué. Donc, ils vont essayer de traverser sans léser la paroi de l'intestin grêle. Une fois qu'ils traversent la paroi, ils vont aller se loger au niveau des ganglions mésentériques. Donc, les ganglions mésentériques se trouvent là. Les ganglions mésentériques se trouvent entre le jejunum et l'iléum. Entre le jejunum et l'iléum et la paroi postérieure de l'abdomen, c'est à ce niveau. Les ganglions mésentériques se trouvent. Une fois les bactéries pénètrent la paroi intestinale sans léser cette paroi, ils vont se loger au niveau des ganglions mésentériques. Une fois qu'ils arrivent au niveau des ganglions mésentériques, la petite quantité de bactéries qui sont présentes là ne peuvent pas provoquer des dégâts. Donc, ils vont essayer de se multiplier. Leur premier objectif, c'est de se multiplier. Ils vont se multiplier. Une fois la multiplication est faite, alors ils vont essayer encore de se diviser en deux. Il y a un groupe qui va connaître ce qu'on appelle la lyse. Donc, ces bactéries vont se détruire. Leur destruction va conduire à la production d'aminotoxines. Ces aminotoxines vont ici, n'est-ce pas, provoquer une production de chaleur. Donc, le patient qui est porteur ou porteuse
de Salmonella enterica typhi va connaître une chaleur intense. Quand vous mesurez la température peut être évaluée à 40 degrés Celsius. Et aussi, il y a d'autres choses qui peuvent se produire, telles que la bradycardie. Une fois la bradycardie est produite, donc le cœur normalement doit battre entre 60 et 100 par minute. Mais une fois que les bactéries causent des dégâts, le cœur va battre moins de 60 par minute. Donc le battement peut être 40, donc ce qui dit que la bradycardie est présente. Alors ces bactéries ne vont pas se limiter là. Ils vont essayer, une fois ils ont gagné, ils sont nombreux, ils se sont divisés en deux, le groupe qui est resté va essayer de continuer, qui ne va pas rester au niveau des ganglions mésentériques. Ils vont essayer de trouver un moyen de déplacement. Comment ils vont véhiculer à travers l'organisme? Donc ils vont chercher le circuit sanguin. Ils vont faire tout possible de gagner le circuit sanguin. Ils vont rentrer dans le sang. Une fois le circuit sanguin est gagné, ils vont essayer de se propager à travers l'organisme. D'où ils vont créer beaucoup de dégâts. D'abord, la partie qui doit rester, la première partie qui est restée au niveau des ganglions mésentériques va provoquer des perforations au niveau de certains organes, va provoquer aussi l'hémorragie au niveau de certains organes. Donc, alors, quand ils sont dans la circulation sanguine, ils vont essayer d'envoyer non seulement le foie, il y a aussi la vésicule biliaire qui peut être envahie, il y a aussi les reins qui peuvent être envahis. Donc, pour causer beaucoup de dégâts au niveau de l'organisme. Donc, voilà comment est-ce que ce processus se déroule au niveau de l'organisme. Donc, après la pathogénèse, on va attaquer le diagnostic. Donc, le diagnostic, alors, nous essaierons de parler sur le diagnostic clinique, c'est-à-dire la transmission, l'incubation et la période de contagiosité. Alors, la transmission, on doit retenir que la transmission de ces bactéries est faite de façon directe ou interhumaine entre les êtres humains. Par exemple, un laborantin qui est là en train de travailler, qui est en train de manipuler les déchets, alors qui n'a pas utilisé les gants. Donc, après son travail, il vient serrer la main à un collègue qui va directement acheter quelque chose et consomme. Donc, la personne peut contracter la maladie. Il y a aussi la voie indirecte. On peut aussi contracter ces bactéries de façon indirecte dans les aliments que nous consommons, la poisson. Lorsque les aliments sont souillés, les aliments qui ne sont pas bouillis, comme on l'a bien vu expliqué ici, il y a des agents chimiques et physiques qui nous permettent de prévenir. Il faut laver avec l'hypochlorite à 1%, l'éthanol à 70%. Il faut bouillir les aliments à une température qui va être supérieure ou égale à 70%. Donc, une fois ces conditions ne sont pas respectées, on peut contracter cette maladie. En consommant les fruits de mer, il y a les légumes crus, il y a aussi la contamination fécale. Aussi, elle peut en dire ces bactéries. Alors, après cette transmission, nous allons passer à l'incubation. L'incubation. Alors, l'incubation, c'est la période à laquelle un agent infectieux introduit la maladie au sein de l'organisme d'un être humain ou un organisme animal. La période qui se déroule pendant cette période est aussi le développement des premiers signes. C'est ça qu'on appelle la période d'incubation. Donc la période d'incubation des salmonelloses, on va voir la période d'incubation pour la fièvre typhoïde. La période d'incubation de la fièvre typhoïde, elle varie entre 8 à 14 jours. Donc une fois vous avez consommé des aliments à Salmonella enterica typhi, responsable de la fièvre typhoïde, la période d'incubation va durer soit 8 à 14 jours. Maintenant, pour
Salmonella enterica paratifique, que ce soit de type A, B ou C, est responsable de la fièvre paratifoïde. La période d'incubation, c'est entre 1 à 10 jours, en général. Mais il y a des cas d'exception. Parfois, ça peut évoluer de 3 jours jusqu'à 2 mois d'incubation. Ça peut aller de 2 jours jusqu'à 3 mois. Mais ce que vous pouvez retenir pour la fièvre typhoïde, c'est 8 à 14 jours. Et pour la fièvre paratyphoïde, c'est de 1 à 10 jours. Ça, c'est l'incubation. Maintenant, alors, la dernière partie qui me concerne, c'est la contagiosité, période de contagiosité. La période de contagiosité, c'est une période qui continue tant qu'il y a l'excrétion des bactéries au niveau des selles, dans les selles. Tant que les bactéries sont sécrétées dans les selles, donc la contagiosité est possible. Cette période est dure de la première semaine jusqu'au niveau de la période de convalescence. Donc, le malade qui est infecté tout de suite est commencé jusqu'à ce qu'il commence à se rétablir, la convalescence. Donc, la contagiosité, c'est à ce niveau. Voilà. Ceci m'affecte à ce qui m'était confié. Donc, je vais laisser la place à mon cher collègue, Dr. Marcelin Gouroudi. Mais avant de terminer, j'aimerais vous dire quelques citations d'un célèbre penseur qu'on appelle Étienne Tanguy, alors qui a dit, d'abord, une citation qu'il a dit en français, il a cité en français, en anglais et en espagnol, qui dit ceci: la guerre est comme la fièvre typhoïde. Il faut la fuir, mais si on l'attrape, il faut lutter. Sinon, elle finira à te dévorer. Alors, il a repris la même chose en anglais. The war is like the typhoid fever. You have to free it, but if you catch it, you have to fight it. Et finalement, il a achevé ceci: la guerra es como la fiebre tifoidea. Tienes que huir, pero si lo atrapas, tienes que luchar. Je vous remercie. Professeur, muchacho. On reste toujours dans la même logique puisque nous sommes déjà au chapitre de notre présentation et notre type de description ici c'est la fièvre typhoïde. Voilà, et notre étude clinique va porter sur cette fièvre typhoïde. D'abord, après une incubation de 1 à 2 semaines, de 1 à 2 semaines d'incubation, environ 8 à 14 jours, il y aura ce qu'on appelle l'apparition d'une fièvre en plateau, qui est d'abord caractéristique de la fièvre typhoïde. Parce que cette fièvre, elle est constante, parce qu'on ne peut pas parler de fièvre typhoïde lorsqu'il n'y a pas alors la fièvre. Et si cette fièvre, alors, elle est constante à partir, elle apparaît à partir de la période d'incubation, c'est-à-dire 8 à 14 jours, et on découvre que la fièvre, elle est présente à 40 degrés, on parle de fièvre en plateau qui est une caractéristique. Alors, il faut chercher chez l'enfant, par contre, la fièvre typhoïde peut révéler un tableau clinique isolé. Un enfant peut venir pour une fièvre typhoïde isolée lorsque il n'y a aucun signe clinique qui est en faveur d'une fièvre typhoïde, sinon que la fièvre, une température qui est là à 40 degrés. Alors que soit on peut retrouver des cas où le tableau clinique est masqué, où on peut y retrouver également des taches rosées qu'on appelle des érythèmes, des érythèmes maculeuses. Et ces érythèmes-là ne seront que visibles généralement chez les patients qui ont un teint clair ou soit la peau blanche. Mais si c'est un patient, par exemple, où le teint est noir, c'est difficile de retrouver ces érythèmes. Mais par contre, dans les pays en voie de développement, lorsqu'on retrouve ces érythèmes maculo-papuleuses, donc caractéristiques d'une fièvre typhoïde, directement d'emblée, on peut penser au moins à 90% à poser le diagnostic d'une fièvre typhoïde en attendant la réalisation des examens biologiques. Et si le patient est vu au deuxième septembre, par exemple, c'est-à-dire pendant la deuxième semaine, alors le diagnostic reste difficile parce que, compte tenu de la multitude des signes cliniques qui vont s'augmenter, en ce moment, on va commencer à avoir un patient qui se plaint de douleurs abdominales, qui va commencer à se plaindre de céphalée, et tous les signes qui peuvent ressembler à des signes liés à une infection à transmission orophécale peuvent se présenter pendant cette deuxième semaine, d'où le diagnostic devient difficile à poser.
Mais pendant la première semaine, lorsque le patient est vu très tôt, en prenant en compte la température, déjà on peut avoir une orientation diagnostique pour dire effectivement on pense à une fièvre typhoïde. Mais pendant la deuxième semaine, là ça devient difficile parce qu'il y a toute une pathologie à quoi on peut penser. Et parmi ces signes alors qu'on évoquait, on a parlé du céphalée, on a parlé de torpor, le nom du force qui veut dire torpor. Là on a un patient qui est abattu. Normalement, quand on parle de torpeur, vous savez, le patient il est là, il a une conscience qui est altérée, mais par contre, le patient il est là, un peu prostré à peu près. Donc, quand tu vois le visage, tu sens que le patient il est altéré déjà par sa conscience. Donc, c'est ce qu'on appelle typhose. Et lorsqu'on a ce tableau clinique, déjà, on peut déjà penser directement à une typhose. Ou soit à l'examen clinique, on peut retrouver soit à la palpation des gargouillements dans la fosse iliaque droite, qui sont des signes, mais qui ne sont pas constants. Ce sont des signes variables. Et chez les adultes, par contre, on peut retrouver ce qu'on appelle la constipation qui est plus fréquente chez les adultes que par rapport aux enfants. Chez les enfants, le signe qui est plus incriminé, c'est au contraire la diarrhée qui survient avant la constipation. Mais par contre, chez les adultes, c'est une question de constipation qui s'installe avant de parler de diarrhée. Et alors, pour simplifier ceci, alors, il faut noter aussi que cette fièvre typhoïde peut être à l'origine de plusieurs complications. Et comme il a déjà décrit si haut, parmi ces complications, on va noter notamment d'abord les premières complications. Nous avons les perforations. Et quand on a les perforations, il s'agit souvent de perforations de grêle. Soit nous avons par exemple une péritonite par une complication qui est très flagrante, la péritonite par perforation interstitielle, qui est aussi une complication ici de cette fièvre. Ou soit nous avons des hémorragies digestives. Nous avons également des hémorragies digestives qui sont aussi des complications liées à cette fièvre typhoïde. Et après cela, comme on va avoir aussi comme complication la déshydratation qui va s'installer, la déshydratation qui peut s'installer. Nous avons aussi des complications cardiaques ou cardiovasculaires, par exemple les myocardites typiques, par exemple. Et pourquoi cette complication cardiovasculaire? Si vous avez suivi au niveau de la pathogénie, quand il a dit que l'endotoxine qui sera sécrétée pour migrer au niveau des différents organes qu'il a cités, le rein, le foie, la vésicule biliaire et même le cœur. Donc, d'où cette complication va alors survenir. Et parmi aussi d'autres complications, on a aussi les états de choc qui peuvent s'installer. Ensuite aussi, de cette sécrétion d'endotoxine qui va aussi agir au niveau du système cardiovasculaire. Les états de choc peuvent s'installer, la septicémie également, l'arthrite. Tout ce mécanisme peut être compris à partir de cette pathogénie qu'il vient justement de décrire. Alors, il est à noter que les hémorragies digestives sont aussi l'une des complications les plus fréquentes. Et les rechutes chez le malade non traité sont fréquentes dans au moins environ 10 à 20% des cas. Cependant, 1 à 4% des malades contenant ou qui vont contenir les germes, c'est-à-dire des malades symptomatiques, peuvent aussi présenter d'autres signes de salmonellose. Par exemple, chez les patients qui peuvent, les porteurs symptomatiques, qui vont garder par exemple le germe au niveau de la vésicule biliaire, ces gens de patients sont exposés à d'éventuels risques de pathologies néoplasiques, souvent biliaires, qui sont liés ici à cette salmonellose. Et puis, maintenant, en général, il faut noter que sur l'aspect clinique, on peut alors résumer comme ci. D'abord, nous avons les signes fonctionnels. Nous avons les signes physiques. Et nous avons
nous avons les signes généraux. Et donc l'aspect clinique, nous avons ces signes fonctionnels. Dans ces signes fonctionnels, on a cité les céphalées, on a cité d'abord la pierre qui était là, mais on peut considérer étant ici comme un signe général ici. Cette pierre qui fait une pierre en plateau, environ 40 degrés Celsius. Nous avons parmi ces signes fonctionnels, on peut citer les céphalées, nous avons la douleur abdominale, nous avons l'anorexie, l'asthénie physique, la courbature. Tous ces signes constituent des signes fonctionnels. Et parmi ces signes physiques, on peut retrouver comme signes physiques, nous avons les gargouillements abdominaux qui sont ressentis par les patients. Et comme caractéristique de ces gargouillements, ce sont des gargouillements perçus à la palpation de la fosse iliaque droite, qui est un quadrant inférieur externe ici de l'abdomen. Et si on retrouve à cette palpation des gargouillements et une douleur à la fosse iliaque droite, on peut déjà classer ces signes comme étant signes physiques. Mais d'autres signes physiques aussi peuvent s'augmenter. Par exemple, nous avons une viscéromégalie, par exemple, une hépatosplénomégalie qui est modérée. On peut retrouver à l'examen clinique, à l'examen physique du patient. Et comme je le disais tantôt, comme signe général, il faut noter d'abord la pierre. Et là, une pierre en plateau à 40 degrés est nécessaire pour pouvoir penser à une pierre typhoïde. Et après ça, nous allons penser alors au diagnostic biologique. Et les diagnostics biologiques, parce que lorsqu'on connaît maintenant les signes cliniques, on peut maintenant penser à confirmer ces diagnostics-là par un examen paraclinique. Et ces examens paracliniques, c'est d'abord la biologie. À la biologie, il faut d'abord noter qu'elle repose sur principalement deux examens de confirmation. Nous avons d'abord l'examen à la recherche, la culture à la recherche du gène responsable. Nous avons l'hémoculture qu'on va rechercher dans le sang. On recherche dans le sang les gènes responsables, hémoculture. Et le second examen est d'abord l'examen de certitude. C'est l'examen de certitude pour confirmer un cas de fièvre typhoïde. Et le second, c'est la coproculture. Et la coproculture. Ensuite, maintenant, il y a un autre examen de routine qu'on appelle l'examen sérologique de Vidal et Félix. Maintenant, ces diagnostics biologiques reposent essentiellement sur l'isolement de la bactérie qui est responsable. Alors, cette bactérie, il s'agit bien de Salmonella typhi ou de Salmonella paratyphi A, B ou C, qu'on peut retrouver à partir de cette culture. Et classiquement dans le sang, tantôt on peut les retrouver dans les urines ou soit dans les selles, comme dans le cas de la coproculture où on recherche ici les gens responsables dans les selles. Et comme nous avons bien suivi la physiopathologie, à partir de la deuxième semaine, du deuxième septénaire, en ce moment, la sécrétion de l'endotoxine est présente dans les selles, c'est en ce moment on peut demander une coproculture. Mais par contre, à la première semaine, au premier septénaire ou à la première semaine, là, en ce moment, l'examen le mieux indiqué, c'est de faire une hémoculture pour rechercher des germes dans le sang. Maintenant, l'examen de routine qu'on appelle, il y a un autre examen de routine qu'on appelle l'examen sérologique de Félix et Vidal. Ici, c'est un examen qui permet de détecter les anticorps. Ces anticorps qui sont dirigés contre les salmonelles. Et ces anticorps, il s'agit bien des formes, des anticorps TO et pH. Alors, le principe ici du sérodiagnostic de Vidal et Félix ici est la recherche des aglutines O. L'aglutine O est là. Et de l'aglutine H. Alors, lorsqu'on retrouve que l'aglutine O et leur positivité dépend d'une valeur de 1 sur 200. À partir d'une valeur retrouvée égale à 1 sur 200, on considère étant que ces deux sources sont positives. Ce qui veut dire qu'on peut déjà confirmer un cas de typhoïde probable. Et
Et ces agglutines O ici apparaissent seulement lorsque, à partir de la 8e au 10e jour d'infestation, souvent on peut les retrouver. Maintenant, alors que les TH sont retrouvés souvent à partir du 12e jour, 10e, 12e jour. Si c'est de 8 à 10, l'autre c'est de 10 au 12e jour. Donc, on peut facilement les retrouver à cette période-là. Mais cet examen a une faible spécificité, une faible sensibilité, parce que lorsqu'il est réalisé surtout en routine. Parce qu'il faut connaître non seulement les délais dans lesquels il faut demander cet examen, parce que lorsqu'on a une certificat au premier septembre, déjà on a à une période inférieure à 8, donc ce qui veut dire que c'est fort probable de passer à côté de nos diagnostics, étant donné que le patient est bien atteint d'une certificat. Il faut savoir aussi le demander à temps. Maintenant, après cela, nous avons passé aussi à... Il faut noter également que il y a des populations qui sont à risque. Ces populations à risque, nous avons ces groupes de populations à risque. Dans ce groupe de population à risque, nous avons un groupe à risque qui peut développer la maladie. Nous avons toute personne, par exemple, qui a séjourné dans un milieu endémique, d'abord constitue une population à risque. Toute personne qui a séjourné dans un milieu endémique, par exemple, dans une zone endémique comme la Guinée, est une population, déjà un groupe de population à risque. Et ou soit une personne qui a fréquenté des milieux où les conditions de vie sont précaires. Voilà. Soit une personne qui a séjourné dans une zone endémique, ou une personne qui séjourne dans un environnement précaire. Et quand on parle de personnes ayant séjourné dans un environnement précaire, c'est une personne qui séjourne dans un environnement où les conditions socio-économiques sont très défavorables. Par exemple, on a un non-accès à l'eau potable, soit l'insalubrité qui est là, avec un besoin accru en eau potable. Donc ces personnes-là sont vraiment à risque. Et dans ces groupes aussi, il faut noter également qu'il y a des groupes à risque qui peuvent développer des formes graves. Et ces formes graves seront développées dans ce groupe de personnes à risque. Nous avons les immunodéprimés, par exemple, une personne atteinte de VIH, ou soit des sérologies antigènes B, voilà, de l'hépatite par exemple, ou soit chez les enfants, donc atteints de drépanocytose, ce sont des patients, des catégories de personnes qui peuvent présenter des complications graves compte tenu de leur immunodépression. Et également, il y a aussi d'autres groupes de catégories de personnes qui ne sécrètent pas l'acide chlorhydrique qui est sécrété normalement par le tube digestif au niveau de l'estomac. Donc, c'est ce qu'on appelle les personnes achlorhydriques. Et si ces personnes achlorhydriques aussi sont constituées, sont incluses dans ce groupe de personnes à risque également de développer des pathologies, des complications graves. Parce que là, l'acide chlorhydrique, on connaît la fonction qui va nous permettre ici de lutter contre certains germes pathogènes. Et on sait que c'est une toxi-infection alimentaire. Forcément, les germes doivent passer par le tube digestif. Et si ça prouve que le patient n'est pas en mesure de sécréter de l'acide chlorhydrique, ce qui veut dire que le patient en question peut présenter une complication grave. Alors, pour poser maintenant le diagnostic d'une fièvre typhoïde, nous allons nous baser sur deux éléments, sur les arguments cliniques et sur les arguments biologiques. Pour dire que tel patient est atteint de fièvre typhoïde, il ne suffit pas juste de voir le patient avec une température de 40 degrés pour dire qu'il est atteint de fièvre typhoïde. Il faut non seulement les arguments cliniques, les signes cliniques et les signes biologiques. Et si on a les signes cliniques qu'on a cités, dans les signes physiques, on a cité les céphalées, nous avons les troubles digestifs comme l'anorexie, les nausées, les vomissements, la
diarrhée, la constipation, ce sont des signes qui sont inconstants parce que ça dépend d'un état à un autre, ça dépend d'un patient à un autre. Mais par contre, le signe clinique qui est constant, c'est la fièvre. Mais quand même, on peut sous-entendre aussi dans cette fièvre, un patient qui a pris, par exemple, qui a fait une prise de médicaments, il vient en consultation, la fièvre est cassée. Là, cela doit attirer votre attention à dire que certainement le patient a eu à casser cette fièvre, ce qui permet de dire que la notion de fièvre est toujours là. Mais un patient qui vient sans fièvre, qui dit qu'il n'a pas fait de fièvre et qui présente les signes, là, il faut toujours penser peut-être à une typhoïde, mais ce n'est pas trop probable. Et parmi les signes physiques qu'on a cités tantôt, là, il y a aussi un signe qu'il faut noter également, donc qui échappe à beaucoup de praticiens, c'est le signe qu'on a recherché, la température, la dissociation entre la température et le pouls. Et cette dissociation, normalement en temps normal, lorsque la température augmente d'1 degré, le pouls aussi doit augmenter de 15 à 20 par minute. Une température par degré de température. Mais par contre, si on a dans la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'on remarque? La température, elle est là, elle augmente, alors que le pouls est intact. Le pouls est intact, tout soit, il est toujours bas. Donc c'est ce qui fait qu'on a une dissociation. Parce que là, si dans les conditions normales, ça devrait augmenter en fonction proportionnellement à la température, mais on retrouve dans la fièvre typhoïde que le pouls ne varie pas. Donc on parle de dissociation du pouls et de température. C'est un signe vraiment important à rechercher, mais souvent il échappe au médecin. Et puis il y a également d'autres signes physiques qu'on avait toujours dans le diagnostic, qu'on appelle le gargouillement dans la fosse iliaque droite, ou une hépatomégalie, une splénomégalie, qu'on peut retrouver également dans le fièvre typhoïde. Cela ne voudrait pas forcément dire que c'est le palu, mais il faut reconnaître aussi que l'hépatomégalie comme la splénomégalie peuvent être là dans la fièvre typhoïde, mais cette viscéromégalie est modérée, elle n'est pas aussi si importante comme ça. Et maintenant, pour poser toujours le diagnostic, lorsqu'on retrouve maintenant cet ensemble de signes à quoi on a pensé, ou soit cet ensemble de signes qu'on a retrouvé chez le patient et que le patient peut-être a évoqué, qu'on appelle signes fonctionnels, signes physiques développés, il faut maintenant penser à confirmer votre diagnostic. Est-ce que effectivement c'est un cas de fièvre typhoïde? Là, il faut maintenant poser, rechercher un examen biologique. On va faire l'hémoculture, ou soit la monoculture, ou soit certainement l'examen sérologique de bêta-Félix. Maintenant, pour atteindre maintenant le chapitre du traitement, il faut d'abord noter que l'hémoculture, comme je l'ai dit tantôt, elle est toujours positive, avec soit pour prouver que c'est un cas de fièvre typhoïde, il faut que l'hémoculture soit positive, avec identification des germes. Ça va dépendre si on veut associer un antibiogramme pour voir est-ce que le patient doit réagir à tel produit ou pas. Tout comme la coproculture, où à l'époque on fait l'examen de Félix et Vidal. Et comme je l'ai dit tantôt, les complications, il y avait la déshydratation qu'il faut rechercher, il y avait les cas de septicémie, d'ostéomyélite qu'on peut retrouver également, mais généralement chez les enfants, au cours de la fièvre typhoïde, qui est une complication de la fièvre typhoïde. Mais également, il y a d'autres complications qu'on peut retrouver, des complications neurologiques. On a par exemple l'encéphalite typique, comme je viens de le décrire tantôt, qui est due ici à cette atteinte neurologique liée à l'endotoxine. Maintenant, au chapitre du traitement, avant, il y avait un schéma de traitement qui était établi, qui était fait à base de chloramphénicol, c'est-à-dire à base de phénicoline. Et il y a des études, alors, des études ont prouvé qu'il y a eu des résistances par rapport à cette classe thérapeutique des médicaments. Donc, prenez d'abord le traitement. Le traitement d'abord se base sur 2 volets. Le traitement se base sur 2 volets. Nous avons le premier volet d'abord, c'est la prévention. Parce qu'il y a un langage qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Et cette prévention d'abord repose sur les mesures d'hygiène générales et spécifiques vis-à-vis de toutes les affections qui peuvent entraîner, toutes les affections qui sont liées à la transmission orophécale. Orophécale a une transmission de la bouche et des selles, pour ne pas dire la muscle. Voilà. Donc, et si on prend toutes les mesures hygiéniques, individuelles et collectives liées à ces pathologies à transmission orophécale, je pense que déjà on a pris toutes les précautions pour éviter un cas de fièvre typhoïde.
Maintenant, cette mesure, c'est quoi? Ces mesures hygiéniques, d'abord, laver les mains avant l'utilisation de tout aliment et après l'utilisation. Laver correctement les mains avant d'utiliser les latrines ou les toilettes, avant ou après l'utilisation des latrines. Et généralement, puisqu'on sait que la transmission peut être aussi liée à des aliments, il faut prendre soin de laver correctement les aliments avec les désinfectants, surtout les crudités, les aliments qu'on ne prépare pas et surtout soit des aliments exposés. Et cette mesure préventive générale qui va être basée sur une bonne hygiène individuelle de chaque personne, ou soit une bonne hygiène alimentaire également. Et maintenant, dans les pays, par exemple, dans les pays en voie de développement, dans les pays développés par contre, il y a aussi un mode de traitement qui est lié à cette prévention qu'on appelle l'isolement et l'éviction. Lorsqu'on découvre un seul cas de fièvre typhoïde dans un pays développé, il faut mettre le patient, il faut l'isoler, parce qu'on sait que c'est une transmission. La transmission hors-fécale, elle est très importante, donc il faut isoler le patient pour ne pas qu'il puisse contaminer d'autres personnes. Pour soit l'éviction, on va dire au patient, si par exemple il fréquente des milieux publics, par exemple des écoles, des crèches, tant d'autres, il faut mettre le patient au retour jusqu'à ce que le suivi soit adapté et que le patient soit déclaré guéri. Maintenant, si le patient est hospitalisé, là, au cours de son hospitalisation, comment se fera le suivi pour dire que le patient est traité de cette fièvre typhoïde? Il faudrait qu'au cours de cette hospitalisation, que 2-3 propocultures soient réalisées. Et comment ces trois propocultures seront réalisées? Et ces 3 propocultures réalisées doivent être négatives, à condition que la première condition pour qu'elle soit réalisée, il faudrait que la première propoculture soit réalisée 24 heures après, 48 heures après le traitement d'antibiothérapie. Après cette antibiothérapie, la première propoculture sera réalisée. Et la seconde et la dernière propoculture seront réalisées à 24 heures d'intervalle entre chaque propoculture. Donc, d'où la nécessité de dire, pour qu'un patient soit déclaré, guéri de cette salmonellose, il faut qu'il y ait 3 propocultures négatives à 24 heures d'intervalle et 48 heures d'intervalle après le traitement d'antibiothérapie. Maintenant, par contre, il y a aussi des porteurs qui sont sains, des sujets qui sont là, qui ont le germe en eux, mais qui ne manifestent jamais la pathologie. Et ce sont ces cas qui sont rarement retrouvés, mais dont l'examen, pour pouvoir les mettre en évidence, il faut faire des examens de coproculture des selles, au moins à condition que 2 examens de coproculture soient négatifs, pour pouvoir dire effectivement le patient, les porteurs, mais sains. C'est-à-dire les asymptomatiques qui ne présentent pas de signes. Mais par contre, ce porteur sain peut constituer un danger pour ceux-là qui ne sont pas encore infectés. Parce que les statistiques ont révélé qu'il y a que 1 à 4% de cette catégorie de personnes qui sont généralement des porteurs sains. Et ces porteurs sains-là ont le germe dans leur vésicule biliaire, mais là, parce que lorsqu'il a bien décrit, la vésicule biliaire là, elle est là, elle stocke les germes et le patient ne présente pas ces signes. Maintenant, l'autre volet du traitement, c'est le traitement, toujours dans le traitement préventif, il y a ce qu'on appelle la vaccination. Et cette vaccination, nous avons 2 modes de vaccination, deux vaccins génétiques. Le premier vaccin, c'est le T21. Le T21 est un vaccin vivant atténué et qui est administré par voie orale. Et le second vaccin, c'est type A TCV. Donc c'est le second vaccin, qui est le vaccin type A TCV, qui est un vaccin injectable qu'on administre aux patients par voie parentérale et qui est à base d'antigènes capsulaires. Maintenant, la vaccination n'est pas seulement recommandée pour des personnes qui voyagent dans les pays endémiques, mais aussi des patients, non seulement qui voyagent dans une zone endémique, mais qui seront probablement exposés à des conditions socio-économiques précaires. Par exemple, un patient qui quitte par exemple de l'étranger, malgré qu'il vient dans une zone endémique, mais qui n'a aucun lien de contact avec ces liquides-là,
tout cas, quand même, ce n'est pas forcément dire qu'il faut l'injecter le vaccin pour pouvoir être épargné et développer une fièvre typhoïde. Et le vaccin, alors, il est administré 15 jours avant le départ, au minimum. C'est que si le patient doit voyager pour une journée, il faudrait que le patient prenne le vaccin 15 jours avant son départ. Ça, c'est le minimum. Et à noter que toutefois que ce vaccin n'assure pas la protection à 100%, par contre, le vaccin peut permettre au sujet d'être protégé, ou soit d'être immunisé de 60 à 70%. Voilà. Cela ne voudrait pas dire que quand maintenant on prend le vaccin contre la fièvre typhoïde, on ne peut pas contracter l'infection. C'est impossible parce que la protection c'est 60 à 70%. Même après avoir été vacciné, si on s'expose à ces conditions de vie précaires, à cette transmission, à ce mode de transmission, il y a une forte chance aussi, si l'immunité aussi n'est pas si renforcée, le patient peut retomber dans un tableau effectif de fièvre typhoïde. Maintenant, le traitement curatif. Au chapitre du traitement curatif, il faut noter, comme je le disais antérieurement, qu'il y a eu l'événement. Au début, on disait que le traitement se base d'abord sur les péniculés. Les péniculés comme les chloramphénicols, voilà, et tant d'autres. Maintenant, il y a eu des études qui ont prouvé qu'il y a eu des résistances. Le plus souvent, cette résistance qui a commencé d'abord en Amérique, en Afrique, en Asie du Sud et dans le sous-continent indien, qui a prouvé des résistances à ces péniculés. Et dès lors, il y a eu un schéma, l'OMS a recommandé un schéma à base ici, d'abord, un schéma thérapeutique médical qui est surtout lié d'abord au quinolone. Les C3G. Et parmi ces groupes de quinolones, essentiellement, l'OMS s'est focalisé sur les quinolones de deuxième génération. Et ces quinolones de deuxième génération, c'est la ciprofloxacine, l'ofloxacine, la norfloxacine, qu'on peut également retrouver dans ces groupes de quinolones. Voilà pourquoi dans notre circuit sanitaire, nos schémas thérapeutiques s'adaptent beaucoup plus à l'utilisation de ciprofloxacine. La cipro, toujours qu'on prescrit généralement chez les patients, parce qu'il y a peu de chances pour que les patients puissent développer des résistances. Et deuxièmement, l'OMS dit, soit à défaut d'utiliser les quinolones, il faut utiliser soit les C3G, les céphalosporines de troisième génération, comme la ceftriaxone, cefixime, voilà, et beaucoup d'autres. Voilà, dans ces catégories, il y a beaucoup de médicaments qu'on peut citer, même comme représentant, on va juste noter quelques paramètres, comme les C3G. Alors, aussi, l'autre aspect, à défaut aussi de cette molécule, on peut utiliser l'azithromycine. L'azithromycine aussi, qui est un antibiotique. Voilà, en quelque sorte, les trois molécules, soit. Il y a beaucoup d'autres molécules, parce que lorsqu'on prend la catégorie des C3G, il y a beaucoup de molécules qu'on peut citer. Mais au moins, sur ces trois catégories, je pense que quelle que soit l'accessibilité, on peut retrouver ces molécules ici dans notre région. Maintenant, pour parler de leur posologie, il est dit que lorsqu'on a affaire à des quinolones, c'est-à-dire des quinolones de deuxième génération du body, comme ciprofloxacine, ça peut être par voie percutable ou soit par voie orale. Maintenant, on les utilise par dose de 15 mg par kilogramme poids. 15 mg par kilogramme poids pendant 5 à 7 jours. Et lorsqu'on prend par exemple avec le C3G, il est dit de les administrer de 8 à 10 comme la ceftriaxone, de 8 à 10 mg par kilogramme de poids pendant 10 à 14 jours. Et si on prend l'azithromycine, on les utilise à raison de 8 à 10 mg par kilogramme de poids pendant 5 à 7 jours. Donc voilà en quelque sorte les molécules qui peuvent nous permettre aussi de lutter effectivement contre la fièvre typhoïde. Et maintenant, par contre, cela ne voudrait pas dire alors qu'il n'y a pas des patients qui peuvent résister à ces catégories de molécules. Parce que si je prends un exemple illustratif, on a reçu un patient qui a même
qui est même résistant à la cétriazone. Malgré qu'il applique beaucoup de médicaments par rapport pour traiter une fièvre typhoïde, à chaque fois qu'il vient, il répétait, il dit j'ai traité ma fièvre typhoïde au moins durant 5 ans. Donc on a essayé de faire la coproculture des selles avec antibiogramme et on a découvert que effectivement le patient était résistant à la cétriazone. Par contre, l'antibiogramme a révélé que le patient était résistant à la gentamicine. Donc ce qui veut dire, cela ne voudrait pas dire quand on a un schéma comme ça et qu'on arrive à respecter que le patient finit à vie. On ne peut pas avoir des cas de résistance. Il faut bien avoir des cas de résistance parce que ça peut dépendre de l'organisme. Alors, pour conclure, il faut noter que les salmonelloses sont des infections bactériennes systématiques à point de départ digestif et favorisées généralement par les conditions de vie précaires et qui seront responsables alors des complications graves qui peuvent en découler, telles que les perforations digestives, les hémorragies intestinales et les encéphalites par exemple. Et le traitement repose surtout sur la prévention par les mesures d'hygiène individuelle et collective et la vaccination. Par contre, le traitement médical repose sur l'antibiothérapie adaptée selon ici la recherche étiologique. D'où la nécessité de faire une prise en charge adéquate. Merci pour votre aimable attention. Les références alors nous ont permis de réaliser ce travail, mais ils sont notifiés dans notre support. Et je vous remercie pour votre attention. Vos questions, suggestions, amendements et remarques seront les bienvenus pour l'amélioration de la qualité de ce travail. Merci.